Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle preview du foot US de A à Z. Vous connaissez maintenant le principe pour ceux qui ont entendu les premières previews. Un invité par franchise, un fan de la franchise plus particulièrement. Et aujourd'hui, j'ai une chance de pouvoir recevoir, je l'ai déjà eu en podcast, je crois, on s'était eu mais en college football, qu'on avait parlé ensemble. Et là, maintenant, je le fais avec lui sur sa franchise de cœur. Et on va parler clairement des 49ers, cher à Loïc, membre de la page, et je crois que c'est toi qui gère la page 49ers Belgique. Et d'ailleurs, on peut te retrouver aussi sur le podcast du Faithfoot Podcast des fans de San Francisco, où vous êtes toujours très nombreux sur le podcast, ce qui est enrichissant parce qu'on a plein de choses à écouter, et plein d'avis différents. Je suis pas toujours d'accord avec vous, mais voilà. Il y en a qui sont un peu plus enflammés que toi ou que Olivier dans le podcast, mais ça fait partie du truc. Donc, ça qui est bien, ça fait un peu de débat dans le podcast, c'est ça qui est cool aussi. Ouais, exactement. Donc déjà, je vais te dire bonjour Loïc, comment tu vas? Bonjour Yann, et ça va super. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, ça fait 3 années de suite que vous m'invitez et 3 années de suite que à chaque fois, c'est un peu votre invitation, c'est un peu le moment où je me réveille parce qu'après une intersaison aussi longue, tu penses plus au foot américain. Et puis quand on me dit, OK, demain, on va parler foot américain, tu dis, OK, alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant l'intersaison? Et à chaque fois, ça fait un peu un retour aux affaires. Exactement. Et donc, ça fait plaisir de reparler foot américain après une si longue pause. Exactement. En plus, les camps ont commenté, donc ça permet d'avoir un petit peu de frisson, qu'on va dire. Exactement. Bon, on y va. On va partir sur le retour de la saison 2024, des 2023, je veux dire des 49ers, 2023-2024, si vous avez bien compris. Du coup, vous avez commencé la saison, donc vous êtes allé avec 2 déplacements pas simples pourtant. Pittsburgh et les Rams, où vous remportez ces 2 matchs. Vous recevez après 3 matchs de suite, les Giants, les Cardinals, les Cowboys Dallas. Voilà, vous arrivez en week 5 avec un 5-0. Ensuite, vous enchaînez 3 défaites. On s'est dit, ça y est, les 49ers, ils ont des blessés et tout ça, ça va un peu moins bien. Vous perdez à Cleveland contre les Minnesota Vikings et contre les Bengals. Vous êtes en bye week en week 9. Ensuite, vous enchaînez tout de suite en sortie de bye week, vous remettez les pendules à l'heure, vous allez à Jacksonville, vous remportez le match contre Tampa chez vous. Vous alliez à Seattle et chez les Eagles, vous remportez ces 2 matchs-là qui n'étaient pas simples non plus à l'extérieur. Vous remportez le match à Seattle chez vous en week 14. Après, vous allez battre les Arizona Cardinals chez eux. Vous perdez contre les Baltimore Ravens en week 16 chez vous. Ensuite, vous allez remporter le match chez les Washington Commanders. Et là, vous saviez que vous aviez votre place en playoff. Et le dernier match, vous perdez contre les Rams chez vous à domicile 21-20 pour avoir un bilan de 12-5. Ensuite, donc vous enchaînez les matchs. Vous avez remporté le match contre les Green Bay Packers en divisional, ce qui permet, vous étiez premier seed en NFC, ce qui vous a permis de pas jouer les wildcards. Vous remportez ce match qui a été très compliqué, très serré. Les Green Bay Packers, c'était pas loin non plus de faire, on va pas dire le hold-up, mais était pas loin aussi de vous embêter et de vous faire sortir à ce moment-là. Mais avec l'expérience, avec le coaching et tout ça, vous avez réussi à renverser puis à maintenir votre avantage pour remporter ce match. Derrière, vous jouez la finale de conf contre les Detroit Lions, où là, vous faites un début de match catastrophique, où les Lions font un début de match d'enfer. Et après, ils tentent 2 tentatives en 4e où ça ne passe pas. Et je pense que la deuxième, surtout celle-là, elle fait basculer le match. Ce qui fait que vous repassez devant. Si vous avez vu le documentaire sur Netflix de receveur avec George Kittle et puis Deebo Samuel, on le voit bien sur la sideline ce qui se passe, comment ça a fonctionné. Et puis après, pour aller au Super Bowl, où vous perdez en overtime, mais ça on en reparle un peu plus près. Toi Loïc, ton ressenti sur cette saison? Alors, mon ressenti sur cette saison, c'est qu'on a fait notre meilleure saison, en tout cas en termes de, je parle pas de bilan, mais en termes de niveau de jeu, je pense qu'on n'a jamais été aussi fort au 21e siècle. Et donc ça, déjà, ça en dit très long. On a écrasé tout le monde pendant à peu près toute la saison, sauf un passage extrêmement étrange que je m'explique pas,
en milieu de saison où on perd effectivement, comme tu l'as dit, contre les Browns, les Vikings, les Bengals, et ça n'avait aucun sens parce que tu as dit qu'on avait des blessés, mais en fait on avait deux blessés, je crois que c'est Trent Williams et Deebo Samuel, mais c'est surtout le niveau de jeu qui était aberrant à ce moment-là, qui était aberrant, et les blessures n'expliquent pas tout, c'était surtout en défense que c'était catastrophique. Mais en fait, pas de raison de paniquer. Il y a eu une bye week et comme tu as dit, on remet les pendules à l'heure. Ensuite, on enchaîne avec 6 victoires, dont une fleuve est très marquante face aux Eagles, qui nous a bien fait plaisir après qu'ils nous aient éliminés en finale de conférence l'année d'avant. Et en fait, oui, à l'échelle de la saison, c'est la saison de la confirmation de Brock Purdy, la confirmation du fait qu'on a une attaque qui n'est plus seulement correcte comme elle l'était les années précédentes, mais une attaque vraiment dominante. Statistiquement, si je dis pas de bêtises, on avait la meilleure attaque de NFL l'année dernière, ce qui était impensable à l'époque de Garoppolo, qui n'est finalement pas si lointaine. En défense, on a peut-être un petit peu baissé d'un cran après le départ de Dimoko Ryans, puisqu'on a eu un nouveau coordinateur défensif l'année dernière, Steve Wilkes. Il y a eu un Nick Bosa moins tranchant que sa saison d'Ipoy 2022. Une D-line un peu moins forte malgré l'arrivée de Javon Hargrave, c'est assez paradoxal. Et une secondary où voilà, il manque encore un bon cornerback 2, puisqu'on a dû jouer avec Ambry Thomas, qui est absolument nul, un cornerback 2 pendant une partie de la saison. Donc en fait, ouais, le bilan offensif est excellent, le bilan défensif les moins, mais bon, on a quand même une top 5 défense NFL. Et puis il y a eu ces playoffs. Comment dire, à chaque fois, dans tous les matchs qu'on a joués en playoff cette année, il y a eu au moins, le vainqueur a été mené d'au moins 10 points dans le match. Sur 3 matchs d'affilée, c'est quand même une dinguerie quand on y pense. Les Packers, tu dis qu'ils nous ont embêtés, ils nous ont plus qu'embêtés. On a vraiment cru qu'on allait perdre à un moment donné. On a été mené de 10 points à un quart-temps de la fin. Non, pardon, on a été mené de un touchdown, de 7 points à un quart-temps de la fin, mais on a été mené de 10 points à un moment ou un autre, peut-être même de 13, je ne sais plus exactement. Et c'est en toute fin de match qu'on retourne ça. Contre les Lions, bon, bah, alors là, c'est même pas qu'on a eu peur, c'est qu'on a cru que c'était fini. Je veux dire, à la mi-temps, ils mènent de 17 points, le match est terminé. Et puis tu dis que c'est les deux quatrièmes tentatives qui changent le match, c'est vrai. Mais moi, je retiens surtout une réception absolument miraculeuse. Je sais pas si tu te souviens, où le ballon rebondit sur le casque du corner. Oui. Brandon Ayuk voit que le ballon est devant lui, il le chope et en fait, il fait une réception de. Bon, après, il y avait flag, vous récupériez le ballon, vous lanciez un drive avec quatre possessions minimum. Voilà, ça aurait peut-être changé le cours du match, mais pour le storytelling, c'est plus marrant de dire que le casque, voilà. Le ballon a rebondi sur le casque. Bah, après, vous déclinez du coup la pénalité, puis vous prenez le où Brandon Ayuk a réceptionné le ballon, quoi. Donc la réception est quand même exceptionnelle, il faut le dire quand même. La réception est exceptionnelle, et puis ça demande. Je veux dire, on avait une réputation relativement à juste titre de choker en playoff parce que on s'est fait remonter plusieurs fois contre les Rams, contre les Chiefs, etc. Après, vous n'aviez pas été non plus il y a si longtemps au Super Bowl. Mais... non, c'est ça. Non, de choker, je parle pas. On n'est pas les Cowboys qui perdent à chaque année au premier ou deuxième tour. Mais on s'est fait remonter plusieurs fois où on n'aurait pas dû l'être. Et là, on a montré qu'on avait la force de caractère pour nous faire des remontées. Parce qu'être mené de 17 points en deuxième mi-temps dans le match de playoff, je crois que c'est la plus grosse remontée de l'histoire. Des finales de conférence, je suis sûr. Des playoffs, je sais. Non, sûrement pas, puisqu'il y a eu le Super Bowl avec les Patriots et les Falcons. Mais je crois que c'est la plus grosse remontée de l'histoire des finales de conférence. Donc c'était assez fou. Et puis il y a ce Super Bowl où de mémoire on était très légèrement favoris, mais ça se jouait pas à grand chose. On mène de 10 points en première mi-temps, mais on se dit putain, on devrait mener de plus que ça parce qu'en fait notre attaque n'était pas suffisamment efficace, elle n'est pas aussi efficace qu'elle aurait dû l'être, et en première mi-temps on domine vraiment le match. Et on se dit, putain, c'est Patrick Mahomes en face, il va nous arriver exactement la même chose que 4 ans plus tôt. Et c'est ce qui s'est passé. On finit par perdre le match aux prolongations, dans un match que je retiens comme étant un match défensif, mais avec une qualité de jeu extraordinaire. Pour moi, les deux équipes méritaient d'être championnes, en fait. De toute façon, le Super Bowl, moi, c'est ce que j'avais dit à Olivier. Vous pouvez être frustré, vous pouvez être déçu.
mais n'oubliez pas que vous avez une équipe incroyable et que bah, vous n'avez pas eu de chance de tomber sur un Patrick Mahomes stratosphérique au moment où il fallait. Bon, alors il y a certains détails qui m'ont gêné au Super Bowl, c'est au moment de l'overtime, que vos joueurs ne connaissent pas exactement tout l'overtime. Je trouve ça vraiment scandaleux. Ils ont que ça à bosser depuis. Et le coaching staff, c'est aussi le rôle du coaching staff d'avertir leurs joueurs de ce qui se passe. Et oui, tu laisses le ballon à Patrick Mahomes en deuxième, et il sait ce qu'il a à faire, c'est marquer à tête de jambe pour aller gagner le match. Même si j'étais pas serein, quand il y a la quatrième qui se met à courir, ouais, c'est en overtime, c'est très très compliqué. Après, bah, t'as le Rashee Rice qui rentre vraiment, qui fait un drive incroyable et qui sort sur la touche là. Il fait une course croisée qui est assez dingue. Et puis après, ben, il reste 6 secondes. Et moi, je dis, mais pourquoi ils appellent pas le temps mort? Et t'as là Patrick Mahomes qui lance le drive. Et ouais, et après, voilà, moi, je me mets en tant que fan. Un jour, ça m'arrivera peut-être. Quand tu perds comme ça, ouais, ouais, t'as l'impression qu'on vient de te mettre un coup sur la tête. Ouais, t'es blasé et je me mets à votre place. Voilà, je ne fanfaronne pas. Voilà, je préfère le dire. Voilà, il faut savoir rester humble même quand tu gagnes. Là, c'est encore basculé. Vous avez pas Mahomes qui est stratosphérique avec des appels de jeu tranchants, assez dignes à la Andy Reid. Maintenant, il laisse même Patrick un peu choisir les jeux au moment clé du match. Et il propose ça, puis Andy Reid dit, bah ouais, vas-y, bah c'est bon, c'est comme ça. Et qu'est-ce que tu veux faire contre un joueur comme ça? En plus, t'as Michael Harman, bon, bah, qui met le dans la victoire, mais t'as MVS qui drop toute l'année, qui marque un TD, qui se retrouve tout seul. Tu te dis, c'est quand même complètement dingue. Début de match, pareil, t'as McCaffrey, bah, il fumble le ballon alors qu'il fumble jamais. T'as George Kittle qui pousse Karlaftis. Mais il regarde pas le ballon, c'est Karlaftis qui récupère le ballon. Bon, il n'y avait pas d'incidence à ce moment-là dans le match, c'était le début du match, mais tout ça fait que derrière, ça a fait aussi rester Kansas City dans le match. Et puis bah, la défense de Kansas City a été stratosphérique. On disait que avant c'était l'attaque, c'était Patrick Mahomes qui faisait gagner la franchise. Ben là, cette année, on a pu dire c'est la défense qui a fait gagner Kansas City parce que c'est eux qui nous ont fait passer les matchs en playoff, en wildcard, qui nous ont fait passer en finale de conférence contre les Baltimore Ravens. Et puis là, ben, vous tombez, et pourtant vous avez fait un sacré match. Il y a une qualité de jeu sur le terrain exceptionnelle des deux côtés. Voilà, il y a une blessure Dre Greenlaw c'est Dre Greenlaw si j'écorche pas son nom, c'est ça, qui se blesse, qui se fait le tendon d'Achille sur la sideline quand il saute et puis qui part pour rentrer sur le quoi, c'est tout. C'est complètement dingue. Tu te dis, fallait que ça arrive ce jour-là, quoi. Mais c'est le jour-là, c'est le jour du Super Bowl, plus de tension, plus de fatigue, plus de nervosité, c'est ça qui fait tout rentrer aussi le truc et là, puis en plus, vous aviez à cœur, bah, de battre Kansas City, quoi, parce que là, c'était le moment où on va dire ou jamais, parce que, bah, le Super Bowl, on sait très bien que c'est compliqué d'y aller, tous les ans ou tous les 2 ans. Et là, bon, bah, ouais, ça bascule encore pas de votre côté. Quand tu vois Kyle Shanahan qui rentre sur le terrain puis qui va serrer la main, tu te dis, ouais, tu voudrais pas être fan de la franchise, quoi. C'est terrible. C'est terrible, ce moment-là est terrible. Et il y a que des sportifs ou des amateurs de sport qui peuvent connaître ça. Et ouais, t'as pas envie de chambrer à ce moment-là, quoi. C'est compliqué. Tu perds en ayant l'impression que t'as pas mal joué, que t'as rien à te reprocher, que c'est pas parce que ton équipe était pas assez forte, donc t'es en mode mais on a perdu, mais c'est juste des petites erreurs sur des moments clés, des mauvaises décisions, un fumble, le ballon qui rebondit sur la cheville de notre special teamer et ça fait un fumble. C'est ça qui relance le match. C'est impossible. Tu peux même pas lui en vouloir au gars parce qu'il voit pas le ballon arriver, ça rebondit sur sa cheville. Et puis derrière notre returner qui se couche pas dessus, qui arrive pas à la catcher. Ouais, ça relance le match. Quand tu vois, tu dis ouais, il se bagarre, il n'arrive pas à contrôler le ballon, tu te dis c'est incroyable, c'est dingue. Il y a aussi un field goal contré, je crois, de notre côté. Ça, ouais. Donc vraiment, t'as l'impression que tu perds, mais que c'est sur des détails de conneries qui sont
qui arrive une fois tous les X matchs et apparemment toutes les conneries sont arrivées le même jour. Greg Greenlaw, comme on a dit. Même Kittle, je crois qu'il est sorti un moment sur blessure pendant le match. Bah, on le voit dans le documentaire receveur, vous irez voir, je ne vais pas vous spoiler, mais on le voit sortir et il revient. Mais voilà, vous en saurez plus si vous regardez le doc, c'est plutôt. Voilà. Je ne vais pas spoiler, je vais spoiler personne parce que moi je l'ai vu en 2 jours, donc je vais spoiler. Faudrait que je le fasse aussi. Donc voilà. Donc oui, bah, une saison quand même positive, malgré tout. Il n'y a pas le Super Bowl au bout, mais beaucoup de positifs quand même au niveau de l'attaque. La défense, il y aura mieux à faire, mais c'est pas catastrophique non plus. Voilà. Mais pour la prochaine saison, bah, de toute façon, l'objectif, il est clair. C'est au moins d'aller. C'est le même que l'année dernière. Hein. Voilà. Donc, même pas d'y aller, on veut le gagner. Enfin, notre seul objectif, c'est de le gagner. Donc oui, la saison dernière, l'objectif n'est pas atteint. Même si on fait une saison incroyable, l'objectif n'est pas atteint. Et il sera ça reste un goût amer. On n'aura pas une bague à se mettre sur le doigt. Quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, bah, mais du coup, le positif, c'est qu'on peut y croire pour les années suivantes encore. Quoi. On n'a pas tout misé sur une année. Il n'y a pas de raison de croire que l'année prochaine, on n'est pas dans les favoris, si ce n'est les favoris pour le titre. Quoi. Exactement, exactement. On en parlera après. Donc, du coup, on va parler des départs, hein, parce qu'on maintenant on fait le point sur la free agency. Les départs. Alors, vous avez le quarterback Sam Darnold qui est parti aux Vikings, Ray McCloud qui a signé chez les Falcons, le tight end Ross Dwelley qui a signé chez les Falcons aussi, le tight end Charlie Warner qui a signé aussi chez les Falcons, l'offensive guard Ben Bartch qui reste encore free agency, le edge Kellen Ferrell qui est signé aux Commanders, le edge Randy Gregory qui a signé chez les Buccaneers, le edge Chase Young qui est parti chez les Saints, Harry Armstead est parti chez les Jaguars, le defensive line Sébastien Joseph est parti chez les Titans, le defensive line Javon Kinlaw qui est parti chez les Jets, le linebacker Oren Burks qui est parti chez les Eagles, le cornerback Isaiah Oliver est parti chez les Jets, le safety Tashon Gibson est toujours free agent aujourd'hui, et le safety Logan Ryan a pris sa retraite. C'est les dernières infos que j'ai prises sur NFL Network. Il y a 3 heures de ça, ouais, apparemment, ouais, retiré. Donc, je pense que ça a pris. Prend sa retraite, je pense. Oui. Toi, dans cette liste, qui tu regrettes ou qui tu te dis, bon, c'est pas. À part, voilà, peut-être Armstead, Chase Young, il venait d'arriver, il repart. Bon, c'est pas. Peut-être Javon Kinlaw, je sais pas. Qui tu regrettes dans cette liste? Déjà, il y a beaucoup de noms. Mais il n'y en a que 3 qui étaient des titulaires au Super Bowl, exact. Dont Chase Young, qui a fait un passage plutôt raté à San Francisco. Hein, il n'a jamais brillé, hormis au Super Bowl. Il a fait peut-être un de ses 2 meilleurs matchs à San Francisco, c'était le Super Bowl, où le D-line avait été infiniment meilleur que lors des 2 matchs précédents où elle s'était fait trouer par les Lions et les Packers contre la course. Mais Chase Young, c'est pas une grosse perte. Ça fait juste chier qu'on ait lâché un 3e tour et je crois un 4e sur lui. Ouais. Mais en même temps, moi je suis plutôt du genre à penser que quand tu vois en cours de saison que tu as tout pour aller gagner le titre, continue de renforcer et fais du court terme, entre guillemets. On n'a pas besoin d'aller drafter un mec au Xème tour, je ne sais quand, alors qu'on peut se pencher tout de suite pour aller gagner le titre. Ouais. Voilà. Pas besoin d'aller donner un gros chèque pour pouvoir. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas gardé aussi, c'est parce qu'on lui a proposé un gros contrat ailleurs qui, à mon avis, il ne justifie pas, puisqu'il n'a pas réussi à être bon sur une D-line où il y a Nick Bosa, Javon Hargrave, Harry Armstead. Pour moi, Chase Young n'est juste pas un joueur qui justifie son statut. Et donc, le voir partir, c'est pas une catastrophe. Sinon, Tashon Gibson, qui était notre free safety l'année dernière, il s'en va et en fait, j'ai presque envie de dire qu'on s'y attendait à ce qu'il soit plus conservé. Enfin, pas conservé, ou en tout cas que même s'il était resté, il serait plus titulaire pour moi. Parce qu'il y a Talanoa Fanga qui revient de blessure. Je rappelle qu'il était First Team All-Pro, oui, c'est ça, Strong Safety First Team All-Pro il y a 2 ans, en 2022. L'année dernière, il commence un peu moins bien sa saison, et puis il se pète pour l'ensemble de la saison. Donc, à voir comment il reviendra. Mais si lui, il revient à son niveau de 2022, on peut avoir un joueur incroyable en défense en plus et espérer revenir à notre niveau défensif de 2022, qui était clairement la saison où on avait de loin la meilleure défense de la ligue. C'était beaucoup mieux que l'année dernière. Donc, Hufanga revient, il sera notre strong safety l'année prochaine. Et celui qui avait pris sa place l'année dernière après sa blessure, c'est Jair Brown, qui était un rookie, qui sera du coup en 2e année et qui a été très bon. Très bon.
pas du niveau de la saison de Hufanga en 2022. Non, mais qui a eu un niveau correct, on va dire. C'est ça, voilà, il a largement le niveau pour être titulaire. Alors, c'est deux profils qui se ressemblent un peu, J.R. Brown et Hufanga, donc se poser la question de leur complémentarité. A priori, Hufanga jouera free safety, même si chez nous, ça ne fait pas une immense différence non plus, et je pense que dans la plupart des équipes, ça fait de moins en moins de différence. Et donc, à partir du moment où Hufanga et Brown sont nos deux meilleurs safety, bon, Gibson qui s'en va, c'est pas non plus une catastrophe. Il aura fait du très bon boulot. Je sais pas s'il s'est retrouvé une équipe depuis, mais il me semble qu'il est toujours free agent. C'est dommage parce que ça reste quand même un bon joueur. Il est toujours free agent. Et donc à mon avis, ça sent la retraite. Et du coup, on en vient à notre principale, la vraie perte de cette intersaison parmi nos titulaires, qui est Arik Armstead. Qui était donc defensive end, mais qui jouait surtout defensive tackle depuis 2-3 ans chez nous. Ça fait chier parce que c'est notre plus ancien joueur. Je crois qu'il était là depuis 2014. C'était un des capitaines de l'équipe. Voilà, donc c'était un mentor, un mec qui est hyper important. Mais en fait, pour moi, déjà, son niveau déclinait la saison dernière. Il avait un gros salaire. J'ai dit, il est là depuis 2014, donc forcément, il est plutôt jeune. Et sa complémentarité avec Javon Hargrave était remise en question parce que c'est deux defensive tackles qui sont quand même principalement réputés pour leur qualité dans le pass rush et pas dans la défense contre la course. Or, on s'est vraiment fait ouvrir en fin de saison l'année dernière contre la course à un point où c'est pas possible en fait. C'est pas possible de se faire ouvrir comme ça. Donc, Javon Hargrave étant beaucoup plus jeune et venant d'arriver, pour moi, c'était logique qu'Arik Armstead s'en aille. Je me souviens, j'avais dit dans le Facebook podcast il y a 2 ans que soit Jimmy Ward, soit Arik Armstead partirait en 2023, donc l'intersaison dernière. C'est Jimmy Ward qui est parti, et cette intersaison-ci, finalement, c'est Arik Armstead, parce que c'est deux mecs qui étaient un peu sur le déclin, beaucoup de blessures, et avec des trop gros salaires. Donc on les remercie pour leur boulot au sein de la franchise, mais ils s'en vont, et c'est la logique naturelle des choses. Mais donc, au final, pas de perte, à part lui, pas de perte majeure. Et je ne sais pas si tu veux parler des arrivées. On va parler justement. Transition trouvée, on va parler des arrivées. Alors, je fais dans l'ordre que j'ai sur NFL Network. Donc, le quarterback Brandon Allen re-signe en tant que free agent. Le quarterback Joshua Dobbs signe pour 2,25 millions garantis. Le running back Christian McCaffrey re-signe une prolongation de 38, une extension de 38 millions de dollars. Le wide receiver Chris Conley re-signe pour un an. Le tight end Logan Thomas signe un contrat de 1 an. L'offensive line Jones Feliciano re-signe un contrat de 1 an aussi. L'offensive tackle Chris Hubbard signe un contrat de 1 an pour 1,375 millions de dollars. L'offensive tackle Colton McKivitz signe pour 7 millions, re-signe, on va dire, une extension de 7 millions. Le Edge Leonard Floyd signe un contrat de 20 millions de dollars pour 2 ans. Ensuite, le Edge Yatur Grossmato signe 2 ans pour 18 millions de dollars. Le defensive tackle Mike Collins, c'est avec un trade des Texans, si je me trompe pas. Le defensive tackle Jordan Elliott signe pour 10 millions de dollars, un contrat de 2 ans. Le defensive line Kevin Givens signe un contrat de 1 an. Le linebacker Devontre Campbell signe un contrat de 1 an. Demetrius Flanagan Fall re-signe un contrat de 1 an. Le cornerback Rock Yansin signe un contrat de 1 an aussi, si je ne me trompe pas. Le cornerback Isaac Yadoum signe un contrat de 1 an. Et le safety, le special team, je veux dire, George Odoum re-signe pour 2 ans pour 10 millions de dollars. Voilà, ça doit être, c'est ça, special team, si je ne me trompe pas. Pour toi, qu'est-ce qui te plaît dans cette free agency des arrivées, on va dire? Alors, ce qui me plaît, je dirais que, alors c'est pas une arrivée majeure, mais Logan Thomas en tight end numéro 2, ça me fait plaisir, derrière Kittle, parce que ça fait quand même quelques années qu'on avait un peu un trou, qu'on n'avait qu'un seul vraiment bon tight end, évidemment, qui est l'un des meilleurs de la ligue, donc on peut pas dire qu'on avait une mauvaise tight end room, mais avoir un mec en plus à ce poste-là, ça peut faire du bien, surtout que je pense, au vu de certains éléments,
que Deebo Samuel ne restera plus très longtemps à San Francisco, en tout cas si Brandon Ayuk re-signe. Donc avoir un mec en tight end qui peut apporter dans le slot, on va dire, sur les passes courtes plutôt, c'est très bien. Et alors, il y a une autre arrivée, que ce soit pour les arrivées ou les départs, c'est très calme, hein. Au niveau de l'attaque, il y a rien qui bouge quasiment. La seule vraie autre arrivée importante, je dirais, c'est Joshua Dobbs, en quarterback 2. On a suffisamment de traumatisme au niveau des blessures de quarterback pour savoir qu'il faut un deuxième bon quarterback. C'est un mec qui est pas extraordinaire. J'ai pas beaucoup vu jouer l'année dernière, je vais pas vous mentir, mais c'est un mec qui a du temps de jeu récent et qui, je pense, était relativement performant. Donc, comme quarterback 2, ça fait totalement le taf. Même si c'est moins fort que Darnold, ça fera le travail, quoi. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Si, je suis d'accord. Moi, de toute façon, et puis l'extension de Christian McCaffrey, voilà, qu'il fallait lui donner, il le mérite. Bien sûr. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'est très. Et puis c'est des petits contrats, c'est des contrats de 1 an, c'est des contrats de 2 ans. Voilà, il y a aucun gros cap aucun gros chèque qui a été donné. Voilà, c'est du joueur. Aucun gros chèque. Moi, je le prendrais bien, hein, ça me dérangerait pas. Mais pour des gens en NFL, c'est normal, on va dire. C'est normal. Donc, bon. Voilà. Et puis, oui, je pense que la défense, il y a. Voilà, vas-y, dis-moi. Bah, pour moi, la principale arrivée. Enfin, non. Allez, il y a plusieurs grosses arrivées quand même. Ouais, Leonard Floyd pour remplacer du coup Chase Young à l'opposé de Nick Bosa. Je connais pas très bien, mais c'est un mec qui, à mon avis, est plutôt complémentaire avec Nick Bosa parce que je crois que c'est un vrai pass rusher, on va dire. Et s'ajoute à lui Yetur Gross-Matos qui, lui, justement, est un defensive plus capable d'être un strong rusher, donc plus puissant et meilleur contre la course. Donc, c'est bien d'avoir déjà plusieurs noms dans la rotation au poste de defensive end, en plus de Nick Bosa, et en plus des profils variés. Donc, ça, c'est très bien. J'ai une petite inquiétude sur le poste de defensive tackle. Parce que Arik Armstead, je trouve pas qu'il ait vraiment été. Enfin, j'avais dit, il faut un mec plus run stopper. Et je pense que c'est le cas avec Malik Collins. C'est-à-dire, on l'a tradé depuis les Texans. Je sais plus ce qu'on a envoyé. Mais, un pick numéro 232. Voilà, ça part. C'est ça. Donc lui, pour le coup, je l'attends vraiment dans le run stop parce que je pense qu'il y a une grosse marge de progression par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière en défense contre la course. Maintenant, Malik Collins, ça va pas se mentir, en termes de nom, ça ne vaut pas un Arik Armstead, quoi. Je m'attends pas à ce que ce soit un monstre. Après, quand tu es entouré de Nick Bosa, Javon Hargrave et même Leonard Floyd, tu peux voir venir. Je l'attends pas tellement dans le pass rush, je l'attends surtout en défense contre la course, donc on verra ce que ça donne. Et sinon, il y a aussi Devondre Campbell qui arrive, qui est quand même un mec qui était first team All Pro il y a 3 ans avec les Packers. Et je crois qu'il a eu des petits soucis de blessure et que son niveau a légèrement baissé ces 2 dernières années. Mais on le signe comme linebacker 3. Donc ça, c'est vraiment du luxe. Et on le signe pour pas grand-chose en plus. J'ai peut-être une bêtise, peut-être qu'on le paye quand même 4-5 millions par an. Mais ça fait plaisir parce que Fred Warner, Greg Greenlaw, pour moi, c'était déjà la meilleure paire de linebackers de la ligue. Ou une des 2 meilleures avec celle des Ravens. Donc avoir en plus Devondre Campbell qui sera là pour ajouter encore de la qualité à ce poste et pour nous prémunir d'une éventuelle absence de Trey Greenlaw au début de saison ou d'un retour ralenti. Si Trey Greenlaw a du mal à revenir, parce qu'on se rappelle qu'il a quand même subi une grosse blessure au Super Bowl. Voilà, avoir Campbell en plus en linebacker, c'est incroyable. Et il y a un dernier mec qui est arrivé, qui à mon avis aura un statut de titulaire l'année prochaine, c'est Isaac Yiadom. Alors, c'est pas un top 15, top 20 cornerback NFL, mais je pense que derrière Charvarius Ward, ce sera déjà mieux que ce qu'on a eu les dernières saisons. J'ai entendu qu'il avait vraiment des très bonnes stats pour empêcher les réceptions les années précédentes, enfin surtout l'année dernière en fait, à la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, Isaac Yiadom, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et ça ne peut pas être moins bien que Ambry Thomas dans tous les cas. Donc voilà, on avait besoin d'un cornerback 2. Je pensais qu'on irait le chercher à la draft. On a été le chercher à la free agency. Et peut-être à la draft, comme on en parlera après. Eh ben, c'est parfait. On va parler de la draft, du coup, parce que tu en as parlé. Je pense qu'on était complet sur les arrivées et les départs.
Maintenant, on part sur la draft. Donc, en choix numéro, donc au round 1, choix 31, vous prenez le wide receiver Ricky Pearsall, mon deuxième chouchou de cette draft de Florida. Ah ouais? Ouais, j'adorais Ricky Pearsall. Et puis, ça y est, son nom m'échappe, ça m'en reviendra, je t'en dirai après. En deuxième round, vous prenez en choix 64 le cornerback Reynaldo Green de Florida State. En 3, vous prenez troisième round en 86e position le tackle Dominic Pooney de Kansas. En 4e tour, en 124e position, le safety Malik Mustafa de Wake Forest. Toujours au 4e tour, 129e position, le running back Isaac Guerrero de Louisville. Toujours au round 4, vous prenez le wide receiver en choix 135, Jacob Cowing de Arizona. En 6, en 215e position, vous prenez le guard Jared Kingston de USC. Et en 7, 251e position, vous prenez le linebacker Tatum Bethune de Florida State. Et moi, celui que je pensais, c'est le receveur qui était à Georgia. Son nom m'échappe. Ça va me revenir. Je vais te le retrouver. C'était mon chouchou à la draft. Ce sera mon chouchou. C'était mon chouchou à la draft. Bah, je vais te le retrouver assez rapidement. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette on va dire de cette draft je pense que les joueurs en eux-mêmes, tu les connais mieux que moi, mais il y a quand même disons, rien que sur le choix des postes, en fait, celui qui a fait débat, c'est évidemment le premier tour. Ricky Pearsall, on s'attendait à tout sauf un receveur au premier tour, parce que on a déjà Deebo Samuel, Brandon Ayuk et Jawan Jennings, qui, si on avait gagné, aurait, à mon avis, été MVP du Super Bowl. Donc on a 3 super bons joueurs en receveur, et on en prend un au premier tour, pas au deuxième, au troisième, au quatrième tour, on prend un receveur au premier tour. Alors clairement, l'idée qui est derrière, c'est de prévoir l'avenir, parce que Brandon Ayuk est en fin de contrat dans un an, Deebo Samuel est en fin de contrat dans un an, Jawan Jennings, on l'a prolongé, mais il est en fin de contrat cette intersaison, on lui a donné 2 ans de contrat en plus. Mais donc voilà, on avait besoin, en avis, on s'est dit, on n'aura pas les moyens de payer, et Deebo, c'est sûr, on s'est dit, on n'a pas les moyens de payer Deebo et Brandon Ayuk sur le long terme et de leur donner des gros chèques. Donc, on va aller chercher un receveur, mais c'est très étonnant d'avoir été le chercher au premier tour. Et donc, on prend Ricky Pearsall, qui, dis-moi si je me trompe, mais en termes de profil, est un peu à mi-chemin entre ce que sait faire Deebo Samuel et ce que sait faire Brandon Ayuk. Ayuk est beaucoup plus à attaquer dans le deep, Deebo à attaquer, à faire des réceptions courtes. Là, on est un peu sur un mec qui pourrait remplacer les 2 profils potentiellement. Donc, ça nous permet de choisir lequel des deux, de pouvoir se laisser la possibilité d'en prolonger un des deux et pas l'autre, en fonction de comment se déroulent les négociations. Et à mon avis, c'est ça l'idée qui est derrière. Mais là, moi, je reste quand même mécontent, rien contre le joueur, hein, puisque, comme je t'ai dit, je connais pas bien j'ai pas trop suivi cette QV. Donc, je connais pas très bien Ricky Pearsall, mais moi, je suis pas content parce que je pense que dans notre situation, il faut voir à court terme, en fait. Alors, ça peut paraître choquant comme ça, mais on vise pas le titre dans 3 ans, on le vise là, maintenant. Et je ne pense pas qu'un Ricky Pearsall va remplacer Brandon Ayuk ou Deebo Samuel. Pour moi, il fallait compléter un besoin. Quand tu es aussi près du titre que nous, on l'est, tu ne penses pas potentiel des mecs que tu draftes. Tu penses compléter les besoins qui te restent. Et pour moi, là, on a fait exactement l'inverse. Alors qu'au niveau des besoins, il n'y a absolument pas de besoin en receveur. On a nos 3 gars. Et on joue même souvent avec seulement 2 receveurs, puisque on a souvent Juszczyk qui est aligné en plus pour bloquer. Donc moi, j'étais et je suis toujours mécontent du fait qu'on ait drafté un receveur au premier tour, alors qu'il y avait des besoins sur la D-line et éventuellement en cornerback 2, ou même notre principal besoin, à mon avis, c'était plutôt le poste de tackle droit, parce que Colton McKivitz, ça fait le taf, mais c'est pas un bon tackle. Or, c'est quand même un des postes les plus importants en football américain. Donc voilà, moi, Ricky Pearsall, rien contre lui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Mais le fait qu'on ait choisi lui, et plutôt son poste, en fait, le plus fait qu'on ait choisi un receveur premier tour, je suis relativement mécontent.
Par contre, un cornerback au deuxième tour, ça c'est très bien. Reynaldo Green. Parce que j'ai dit, on a pris Isaac Yadom à la free agency, mais ça suffit pas. Enfin, ça peut suffire comme titulaire s'il performe, mais on se laisse une possibilité en plus avec Reynaldo Green. Donc, en cornerback, qui sera un cornerback extérieur en NFL. Et, alors qu'on avait plutôt drafté des nickels les saisons précédentes, des Omodor Lenoir, Samuel Womack. Donc, drafter un vrai cornerback extérieur avec Reynaldo Green, c'est très bien. Et on verra ce que ça va donner en NFL. Cette fois-ci, on n'a pas fait de dinguerie de drafter un special teamer au troisième tour. On a été chercher, Dominique Pony. Donc, tu as dit il est tackle et c'est effectivement ce qui est mis sur ces différentes fiches. Alors après, il va peut-être pouvoir jouer guard, mais c'est un joueur d'expérience, un joueur qui est déjà âgé et voilà, mais il y aura un peu de travail avec lui, mais ça reste un joueur. Je vous invite à lire, par exemple, la fiche sur The Trick Plays Ryan avait fait son scouting, donc vous pouvez aller le relire si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est un joueur qui va pouvoir apporter, je pense, assez rapidement. Et qui pourrait être, qui peut vite dépanner sur la O-line. Voilà. Voilà. Et je crois qu'il peut pas jouer centre aussi? Ou j'exagère là? Peut-être. Comment, pardon, Loïc, excuse-moi. Est-ce qu'il n'est pas capable de jouer centre aussi, Dominique Pony? Peut-être. Bah, alors après, il l'a jamais joué. Alors peut-être que si. Hein. Après, de toute façon, je fais confiance à Shanahan pour le mettre à la bonne position pour tirer le meilleur de lui. Donc voilà, mais ça reste un joueur, ça reste un joueur vraiment intéressant, quoi. Ça reste vraiment un joueur intéressant. Et sur notre line, autant on a évidemment Trent Williams en left tackle et même un bon Aaron Banks en left guard. Autant les autres postes, il y a personne qui est indiscutable, on va dire. McKivitz en tackle droit, j'ai déjà dit, pour moi, on aurait dû aller chercher un tackle droit au premier tour. Jake Brendel en centre, c'est pas non plus, ça va, ça fait le taf, hein, tous les noms que je dis, mais bien sûr. C'est pas incroyable. Et l'année passée, on avait un problème au poste de garde droit avec un Spencer Burford qui était en deuxième année et qui a été un peu en dessous de ce qu'il faisait comme rookie et qui finalement a été remplacé par John Feliciano en cours de saison. Et Dominique Pony, ça pourrait être son poste naturel en NFL, ce serait garde droit. Donc voilà, faire venir en plus un mec qui peut jouer garde droit s'il performe, voire éventuellement tackle en cas de besoin, s'il y a une blessure ou quoi. On sait que Trent Williams, il est plus très loin de la retraite non plus, a priori, même s'il est toujours aussi bon. Donc voilà, moi je suis satisfait du choix du poste et du profil, on va dire. Quatrième tour, on prend Malik Mustafa. Alors là, en fait, on draft que des strong safety depuis quelques années à San Francisco. Talanoa Hufanga, J.R. Brown, Malik Mustafa, c'est un peu des profils qui se ressemblent. Donc j'ai l'impression que c'est un choix qui est fait d'avoir des mecs qui apportent beaucoup dans la box, qui aident les linebackers. C'est un choix volontaire, je pense. Voilà, plutôt que de couvrir le deep, alors qu'on pourrait se dire, on a déjà des très bons linebackers, des moins bons corners. Mais en même temps, quand tu vois ce qu'apporte un mec comme Talanoa Hufanga qui était absolument partout en 2022, c'était monstrueux. Je ne peux qu'être séduit par ce genre de profil. Strong safety, c'est un poste que j'adore. Donc Malik Mustafa qui vient justement, on disait Tashaun Gibson est parti. Voilà, on avait besoin d'un quatrième mec puisqu'on a nos deux titulaires, Hufanga, Brown. Et on a George Odum en free safety qu'on a prolongé et qui est aussi notre gunner. Mais on avait besoin d'un quatrième safety pour remplacer le départ. Et c'est Malik Mustafa qu'on a été chercher au quatrième tour. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et Isaac Guerrero, c'est le cinquième et dernier pick que je considère comme important dans ce qu'on a fait comme draft en running back. Alors, le choix du poste peut prêter à débat parce qu'on a déjà Christian McCaffrey à qui on a donné encore 2 ans en plus, Elijah Mitchell qui est un très bon running back même s'il est absolument tout le temps blessé malheureusement, Jordan Mason qui fait le taf en running back 2 ou 3 quand Mitchell est là, et on a été chercher Isaac Guerrero qui a battu des records de vitesse je crois sur son combine, peut-être pas des records, mais en tout cas qui a vraiment. Oui, c'est par rapport à sa taille, je crois qu'il a battu des records. Par rapport à sa taille, je crois qu'il n'y a que DK Metcalf qui est aussi grand et qui court aussi vite dans les combines des années précédentes.
Donc, c'est... Ça va rapporter de l'athlétisme. Voilà, c'est ça. Et en plus, on a été chercher un autre running back en undrafted free agent, Cody Schrader, que je connais pas bien, mais voilà. De Missouri, ouais. De Missouri, ouais. Voilà. Donc ça commence à faire pas mal. Qui a fait une très très belle saison avec Missouri. Missouri avait fait une grosse saison en plus l'année passée. Ils ont failli faire des upsets contre les grosses équipes aussi. Donc voilà, vraiment une belle équipe qui a. Ouais, et puis Schrader, il fera ce qu'il fera. Après, s'il fait les 53, tant mieux pour lui. Et voilà, ça apporte de la profondeur, quoi. Ça apporte des joueurs qui savent courir et réceptionner le ballon aussi. Donc c'est important. C'est ça. Et j'ai vu ses stats, c'est un mec qui peut se battre pour le 53. Donc, oui, bien sûr. Et du coup, on a beaucoup de mecs au poste de running back capables de se battre pour le 53. On a CMC qui y sera forcément, Elijah Mitchell qui y sera sûrement, et en plus de ça, on a Jordan Mason qui était notre running back 2 l'année dernière, Isaac Guerrero et Cody Schrader qui vont se battre du coup à 3 pour 2 places. Donc on verra ce que ça donne. Et c'est pas mal d'avoir de la profondeur à ce poste-là parce que CMC, pour l'instant, ne s'est encore jamais blessé chez nous, mais on croise les doigts. Malheureusement, il y a des risques que ça finisse par arriver. Et là, Elijah Mitchell est blessé 100% de l'année. Surtout au poste où il joue, quoi. Surtout au poste où il joue, les mecs, tu te demandes comment ils sortent à marcher à la fin des matchs de points. C'est affreux. C'est totalement ça. Ouais. Non, mais c'est sûr. Et après, on draft des mecs en fin de draft que je considère comme des gars qui se battront pour le 53. Quoi. Ouais. Et puis s'il faut le 53 puis qui s'impose, c'est tout bénéf pour l'équipe. Voilà, tout simplement. Voilà. Je pense qu'on a été complet. Moi, sur Ricky Pearsall, j'adore le joueur, donc je ne serai pas objectif. Et l'autre joueur, c'était Len McConkey de Georgia, que j'adorais, qui est un peu dans le même style de joueur. Des coureurs de tracé et tout ça, c'est vraiment j'adore ces joueurs-là qui font de la séparation et tout. Et Codina, en plus, Ricky Pearsall, il avait fait les highlights sur le catch à un moment donné où il s'envoie en l'air et puis qu'il se fait percuter. Il fait une espèce de toupie à Florida. Donc, franchement, c'est un joueur que j'adorais. Renardo Green, j'adore. Dominique Pouni, on verra ce que ça donne, mais ça reste un bon joueur. Malik Mustafa, j'adore le joueur aussi. Et après, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Mais je fais confiance au coaching staff de San Francisco pour tirer le meilleur des joueurs. Ils l'ont déjà montré et je vois pourquoi ça ne marcherait pas encore cette année. Et tu crois que Pearsall, il peut s'imposer comme, toi qui le connais un peu mieux que moi, tu penses qu'il peut s'imposer comme un titulaire en première année malgré les 3 gros joueurs qu'on a déjà? Première année, je ne sais pas. Mais en sachant que Brandon Ayuk part un peu au clash ces derniers jours, là, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais voilà, s'il rentre en tant que receveur 2 ou 3, il vient à se blesser. Dibo, on sait qu'il fait jamais une saison complète. Brandon Ayuk, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Voilà, il peut tirer son épingle du jeu. Par contre, tu lui lanceras le ballon, tu peux être sûr que 8 fois sur 10, ça sera catché et il y aura quasiment pas de drop, quoi. Moi, ce qui me fait un peu peur des fois, c'est son gabarit qui paraît un peu frêle, mais après, on a déjà vu, on voit Devonta Smith aux Eagles et on voit que c'est un tout petit, d'impression que c'est des baguettes qu'il a comme cuisse et le mec, il est toujours solide et il fait des réceptions de malade. Donc, il y a des fois, faut pas se fier au physique, à l'apparence. On verra. On verra. On va partir sur le côté du calendrier 2024. J'énumère les oppositions. Je te donne mon bilan et après on débat. Tu me diras ce que tu en penses. Alors, vous commencez la saison. Vous allez recevoir les Jets de New York de notre cher Aaron Rodgers qui vient chez vous. Qui est de la Californie en plus, hein. Donc il sera pas trop dépaysé. Après vous allez en 2005. Quand on aurait pu le prendre au premier pic. Exact. Vous avez 2 déplacements compliqués quand même, pas simples. Vous allez chez les Minnesota Vikings et les Rams de Los Angeles. Après, vous allez recevoir 2 matchs. Vous allez recevoir les New England Patriots et les Arizona Cardinals pour le premier match de division. Ensuite, vous allez chez les Seattle Seahawks. Vous allez après 2 déplacements pas simples à Kansas City et à Dallas. Après, vous êtes en bye week en week 9. Ensuite, vous enchaînez. Vous allez à Tampa. Vous recevez Seattle, vous allez à Green Bay, vous allez à Buffalo. Vous recevez les Chicago Bears, les Los Angeles Rams chez vous. En week 16, vous allez chez les Dolphins à Miami. Ensuite, vous recevez à l'avant-dernière journée pour un match revanche. Vous allez recevoir les Detroit Lions
qui ont peut-être le goût de vous battre cette fois-ci. Et après, vous finissez la saison chez les Arizona Cardinals. Alors moi, pour être clair, vous avez un calendrier qui me paraît largement abordable pour vous, les Niners, avec l'effectif, avec tout ce qu'on a dit auparavant. Je me dis, la saison se passe pas super, il y a quelques blessures, McCaffrey, Debo, Kittle peut-être, 2-3 blessés en défense et tout. Je me dis, bon, allez, si ça se passe mal, et encore, ça sera plutôt positif, j'annonce 11-6 chez les Niners, ce qui serait pas catastrophique, mais voilà, avec 11-6, on n'est pas sûr d'avoir le side 1. Par contre, j'ai sélectionné 3 matchs. 3 matchs à l'extérieur, j'ai sélectionné les Rams chez eux, j'ai sélectionné le match à Green Bay, qui sera pas facile le 24 novembre quand même, dans le froid et tout. On sait qu'à Green Bay, c'est encore pas peut-être les très grands froids, mais aller jouer au mois de novembre à Green Bay, c'est jamais simple en étant californien. Et le match contre les Detroit Lions chez vous, où là, je me dis, si ces 3 matchs-là, ça clique, eh ben, tu peux avoir un bilan de 13-4 ou 14-3, ce qui me paraît pas déconnant pour une franchise comme les 49ers. T'en penses quoi, toi, Loïc? Moi, je le vois un petit peu plus haut quand même, hein, que 11-6 avec ce calendrier-là. En fait, je vois pas de raison particulière. Je dis 11-6, c'est si tout clique mal et que beaucoup de blessures, voilà, j'imagine le scénario, pas catastrophe, mais le scénario, on va en playoff, mais on a eu quelques soucis avant les playoffs, quoi. Mais après, ça n'empêche pas que tu peux aller au Super Bowl quand même, hein. Mais toi, je me dis, voilà, il peut se passer quelques petits bobos, tu perds tes titulaires, tu perds un Brock Purdy sur 2-3 matchs, tu perds, j'ai une bêtise, je le souhaite pas, hein, mais on sait toujours qu'une saison NFL est très longue et c'est rare d'être à 100% tout l'effectif. Et des fois, quand tu as des blessures, c'est souvent à répétition, à cascade, et tu as 2-3 titulaires qui se baissent et ça te change un peu ton cours de saison, mais ça t'empêche pas d'aller en playoff. Mais voilà, si tout se passe bien, 13-4 ou 14-3, ça me paraît pas déconnant chez les 49ers, quoi. C'est ce que j'avais en tête aussi, 13-4, 14-3. On perdra d'office nos quelques matchs sur la saison, soit parce que, à mon avis, ce sera comme l'année dernière, on va être favori pour tous les matchs de la saison, sauf peut-être contre les Chiefs, et encore, on est à domicile. Donc, à mon avis, dans le statut, d'après les bookmakers, on sera favori de tous les matchs de la saison. Même si Mahomes n'a jamais perdu à San Francisco. Contre San Francisco. Mais à l'échelle d'une saison, tu finis toujours par en perdre. On affronte quand même on a un calendrier globalement facile. On affronte quand même les Chiefs, les Cowboys, les Dolphins, les Lions, les Bills. Donc c'est surtout en fin de saison en fait que ça commence à être. Ouais. Après la bye week, tu tapes quand même. Tu fais Tampa, Seattle, Green Bay, les Green Bay Packers, Buffalo. Déjà, tu as les 4 matchs là. Déjà, il va falloir prendre quand même les 4 matchs au sérieux. Bon, après, les Bears, c'est pas leur manquer de respect, mais c'est pas. Les Rams, on sait toujours, c'est jamais gagné contre eux, quoi qu'il arrive. Puis après, Dolphins, et les Detroit Lions, bah, pareil, c'est quand même pas simple. Et puis bon, bah, Arizona, on sait pas trop sur quel pied d'ancien on va être avec Arizona cette année. Mais normalement, ça devrait passer. Mais ça reste un match de division et ça reste toujours, c'est le dernier match de la saison, c'est un peu le match piège où tu peux le perdre un peu bêtement, ou alors tu fais tourner l'effectif et puis tu es qualifié, tu sais que tu as le seed 1 et tu vas le perdre. Mais si vraiment il faut aller le gagner ce match-là, en plus c'est là-bas, mais normalement c'est largement jouable pour vous, quoi. Largement jouable pour vous. Mm-hmm. Moi, avant l'émission, je m'étais dit, j'ai regardé le calendrier, je me suis dit 14-3. Bon, j'ai choisi le bilan avant de regarder le calendrier, pour être honnête. J'étais dit 14-3 et pour moi, je nous vois perdre contre les Chiefs parce qu'on n'arrive pas à le battre, Mahomes, il n'y dirait d'ailleurs. Donc, à mon avis, les Chiefs, c'est le match où on va être le plus en difficulté, je veux dire sur le papier. Ensuite, s'il en fallait 2 autres, le déplacement à Buffalo, quand même début décembre, sûrement dans la neige. C'est pas simple. C'est toujours une galère. J'ai sélectionné Buffalo, Green Bay. Un des deux, tu peux le perdre largement, quoi. Green Bay, c'est vrai que c'est pas évident à jouer, quoi. C'est pas des. Tu enchaînes Buffalo et Green Bay à une semaine d'intervalle dans le froid. C'est pas simple. C'est pas simple. Au moins, on se sera un peu acclimaté à Green Bay quand on arrivera à Buffalo. Faut pas repartir. Faut pas repartir. Faut pas rester dans le nord-est des États-Unis. Une semaine de vacances. Ouais, dans le Wisconsin. Ah, ok. Allez. Et après, il y aura toujours Dolphins et Lions où c'est déjà. Moi, en fait, c'est toujours compliqué. J'ai sélectionné le match contre les Rams chez eux, tu vois.
J'ai sélectionné le match Green Bay ou Buffalo, j'ai dit un des deux. Et puis j'ai sélectionné aussi, tu vois, à Miami. Ce match-là aussi peut faire basculer un peu la saison. Seed 1 ou pas Seed 1, tu vois. C'est le match-là aussi qui peut déterminer votre place, on va dire, avec une petite bye week à la fin de la saison. Parce que bah, vous êtes premier de la NFC, quoi. C'est ce que je veux dire. Par contre, concernant notre division, tu mets l'accent sur les Rams, et c'est vrai que c'est toujours une équipe qui peut te surprendre. On ne les a pas battus facilement l'année dernière, mais on a quand même, on a perdu contre eux en 8-18 l'année dernière parce que aucune des deux équipes n'avait quoi que ce soit à jouer sur ce match. Donc on a tous les deux envoyé nos remplaçants, donc c'était un match amical. Mais sinon, on reste sur je ne sais combien, plus de 10 victoires, enfin environ 10 victoires de suite en saison régulière contre eux. Ouais, en saison régulière. Les Seahawks, si c'est pour être désagréable, Johan. Je remets les trucs quand même dans le contexte. Mais tu as raison, c'est en saison régulière. On parle de la saison régulière, donc là, tu as raison. Voilà, tu as raison. On n'a aucun mal contre eux. Et à l'inverse, les Seahawks nous font toujours chier. Alors là, on reste sur 4 victoires de suite contre eux. Brock Purdy les a toujours battus, mais ça reste une équipe qui nous fait trembler à chaque fois. Moi, j'ai plus peur des Seahawks que des Rams. À voir ce que ça va donner l'année prochaine, parce qu'ils ont un changement de coach, donc ça va changer beaucoup de choses a priori dans la direction de l'équipe. Mais c'est une équipe qui me rappelle plus de mauvais souvenirs que les Rams, malgré la défaite en playoff, parce que même la dernière année de Russell Wilson, ils se sont nuls à chier, et ils nous battent aller et retour. Alors que nous, on va en finale de conférence cette année-là, donc voilà, j'ai presque le déplacement à Seattle, je considère toujours que c'est pas du 50-50, mais pas loin, quoi. Tellement ils peuvent nous battre. Bon, on va se mettre d'accord. 13-4 ou 14-3, tu signes des deux mains. Voilà. Je signe les deux. Dans tous les cas, on est champion de division. Après, à voir si, en fonction de la concurrence, si ça suffit pour être first seed. T'es pas loin de le jouer quand même, là. Voilà. Et c'est toujours important d'être first seed, parce que je crois que sur les 2 dernières saisons, il n'y a que vous, l'année dernière, qui n'êtes pas first seed et qui allez quand même au Super Bowl. Exactement. Sinon, l'année où vous affrontez les Eagles, les deux sont first seed, et nous, l'année dernière aussi. Puis ça te permet, en tant que joueur, quand tu es side 1, et ben, tu sais que tu joues toute la fin de la saison, à part le Super Bowl, chez toi, à domicile. Et ça, c'est quand même, t'évites les déplacements, t'évites tout ça. Les nuits à l'hôtel et les trucs, c'est toujours important. Toujours important pour le repos et tout des joueurs. On le sait que sur cette fin de saison, c'est toujours. On ne croirait pas à nous, hein, mais bon, ils sont payés pour le faire. Hein. Mais au niveau de la récup, c'est hyper important de jouer chez toi. Ça évite tous les trajets, tous les trucs. C'est sûr. C'est pas le bout du pays. Voilà. Non, mais on est d'accord. Bon, bah, très bien. Eh ben, Loïc, c'est le moment. Je vais faire défiler le bandeau. Donc, Loïc, on peut te retrouver. Je te remercie pour cette belle preview. On peut te retrouver, donc, tes fans des Niners sur le compte 49ers Belgique ou sur X ou sur le podcast, le Faithful Podcast avec tes amis. Loïc, vas-y, fais-nous où on peut te suivre si tu as des autres réseaux sociaux aussi sur les 49ers ou sur le college football ou sur le vin, le cinéma. N'hésite pas, c'est ton moment. Moi, personnellement, je suis surtout exclusivement actif pour les 49ers sur Twitter. Donc, c'est 49ers Belgique ou @49ersBE. Tu as dit, je donne l'actu des 49ers toute l'année. Je fais des live tweets. Et je donne souvent mon opinion voilà, pendant toute la saison. Donc, c'est aussi un endroit où il y a moyen d'échanger, parce que dans les commentaires, comme j'ai dit, je donne souvent mon opinion et il y a souvent des débats d'idées dans les commentaires. Et même si vous voulez juste l'actu des 49ers, c'est un bon endroit. Et pour rentrer plus dans le détail, moi, je vous conseille de suivre, comme tu as dit, le Faithful Podcast, dont l'orthographe exacte s'affiche sur le bandeau rouge que Johan fait défiler en bas de l'écran. Là, ils font... moi, je suis le membre le moins actif du podcast, mais Elliot, Kevin, Olivier, Gonzague sont actifs toute l'année. Ils font un épisode par semaine pendant toute la saison pour faire des débriefs de matchs, des previews de matchs, et pour parler de tout ce qui concerne les 49ers, tout ce qui se passe dans la saison des 49ers. Voilà, et même pendant l'intersaison, ils font des previews, des briefs, free agency, draft. Ils font évidemment des previews, et peut-être que moi aussi d'ailleurs, en août pour se projeter sur la saison. Donc c'est le bon endroit pour avoir des opinions très, très poussées sur ce qui se passe chez les 49ers, et des opinions, des débats, etc. Et d'ailleurs, il y a un compte Twitter maintenant du
du podcast, si vous voulez rater si vous voulez pas rater la sortie des épisodes, c'est @faithfulcast, donc faithful et puis cast, pas podcast mais cast en un mot bien sûr, pour le compte Twitter que Kevin tient pour le podcast. Voilà. Et merci Johan pour l'invitation. J'en profite pour féliciter tout le travail que tu fais et que les autres membres du FootUS de A à Z font chaque intersaison et même pendant toute la saison. Avec le FootUS de A à Z, c'est toujours un plaisir quand on voit des mecs qui s'investissent pour leur passion. Donc merci pour ce que vous faites pour le foot américain. Eh ben, merci. Ouais, eh ben, merci à toi. Moi, je tenais aussi à te remercier. Je te voilà pour toujours ta sympathie et tu réponds toujours oui quand tu peux venir. Donc, je te remercie une nouvelle fois. Je te souhaite vraiment une bonne saison. Je te souhaite le meilleur pour tes 49ers. Juste derrière Kansas City, bien évidemment. mais voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je remercie vraiment toute ton équipe. Voilà, je vous écoute souvent en podcast, comme tu le sais. J'écoute souvent vos podcasts. J'écoute tout fan que je suis. J'écoute les podcasts de tout le monde. Ça me permet d'avoir les avis de tout le monde aussi. Et j'ai le temps de pouvoir, dans ma voiture, de pouvoir écouter tous les podcasts. Donc, c'est l'avantage aussi de mon métier. Donc, voilà, je tenais à te remercier. Je vais faire vite fait la pub pour le FootUS de A à Z. Donc, on a un Tipeee. N'hésitez pas à venir nous voir. Vous l'aurez dans la description. Si vous voulez nous soutenir, ainsi de suite, payer le StreamYard et tout. Ça nous aide on va dire, à payer le StreamYard, je veux dire. Ensuite, on vous donne rendez-vous donc le 23 août pour la publication, la nouvelle programmation du FootUS de A à Z. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Ensuite, vous avez envie de rentrer dans l'équipe du FootUS de A à Z, il n'y a aucun problème. La porte est grande ouverte. On accueille tout le monde. Et je vais finir par Overtime, c'est notre jeu du quiz et qui commence le 14-09. Donc, il faut postuler si tu veux participer au jeu. Et les meilleurs se rencontreront dans une finale à la fin de la saison. Et du coup, n'hésite pas à venir. Et puis, donc, les previews pour ceux qui les écoutent, voilà, elles sont présentes depuis le 28 juillet en ligne, en podcast et sur la chaîne YouTube. Donc, voilà. Donc, c'est la fin de l'épisode. Je te remercie encore une nouvelle fois, Loïc. Je vais finir par ma phrase habituelle. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.